Bonjour à toutes et à tous. Pour ce premier message de Strasbourg après l'été, j'espère que vous avez eu l'occasion d'avoir de bonnes vacances. Elles paraissent déjà très loin, tant l'actualité européenne est agitée ces derniers temps. Nous avons vécu une semaine assez chargée en événements importants pour la suite de la construction européenne. Alors, petit retour en arrière, le 28 et le 29 juin, le Conseil européen se réunit pour discuter notamment d'un papier des 4 présidents, le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, le président de la Commission, José Manuel Barroso, le président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, et le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi. Je dis souvent, ce n'est pas les 4 présidents, c'est les 5-1 présidents, puisque vous aurez observé que le président du Parlement européen n'est pas associé à la démarche. Qu'est-ce que ces 4 présidents se sont donnés comme mission? C'est de présenter une feuille de route vers une intégration européenne plus poussée sur les plans à la fois économiques et monétaires, mais également sur le plan politique. Alors, ce plan avait des éléments extrêmement ambitieux et donc pendant l'été, la Commission s'est employée à rendre plus concret le premier pilier de ce plan, c'est-à-dire la réalisation de ce qu'on appelle l'union bancaire. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de prendre la mesure du fait que notre industrie financière dépasse largement nos frontières, que son espace naturel, vous allez dire c'est le monde, mais en tout cas c'est certainement l'Union européenne et la zone euro. Et donc l'idée, c'est de la traiter comme si elle faisait face à un État, à un régulateur, à savoir la zone euro. Et donc concrètement, première pièce du dispositif, il va s'agir de faire superviser, c'est-à-dire surveiller le respect des règles prudentielles, des règles de prudence dans les investissements et dans le financement de toutes les banques européennes, je dis bien toutes les banques européennes, par un gendarme européen des banques qui sera localisé à la Banque centrale. C'est une proposition en tout cas où je pense pour la première fois de mon mandat, je ne peux pas faire le reproche à la Commission d'avoir fait preuve de manque d'ambition puisqu'il s'agit bien de faire réguler par la Banque centrale européenne ou en tout cas par le département supervision encore à créer de la Banque centrale européenne, toutes les banques européennes. Pas d'exception, pas de si, pas de mais, tout le monde. Tout le monde devra appliquer évidemment les mêmes règles que nous sommes en train de discuter dans le cadre d'autres textes législatifs. Et donc, normalement à compter du 1er janvier 2014, toutes les banques européennes tomberont sous le coup de ce gendarme commun au niveau de la zone euro et de tous les pays qui pourraient rejoindre. Et entre-temps, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014, eh bien, progressivement, les banques importantes, systémiques, tomberont déjà sous le coup de cette supervision. Donc un projet ambitieux qui ne va pas sans poser un certain nombre de questions. La première, c'est la question de la concentration des pouvoirs dans une seule institution, la Banque centrale européenne, dont on sait qu'elle est un acteur absolument clé dans la réponse à la crise et qui joue un rôle de plus en plus politique. Alors, est-il bon dans une démocratie de concentrer une grande quantité de pouvoir dans une seule institution, quelle qu'elle soit? C'est une première question qu'on peut se poser. La deuxième question, c'est, en tout cas si on le fait, quel est le niveau de contrôle démocratique qu'on assure sur cette institution lorsqu'elle réalise cette mission? Et donc ça va être un autre enjeu. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut obtenir, imposer à la Banque centrale européenne, qui a une tradition, vous le savez, de très grande indépendance par rapport au pouvoir politique, de rendre des comptes, et c'est-à-dire de s'exposer à la critique et éventuellement à des corrections de parcours, dans la manière dont elle assumera ses missions de supervision. Parce que supervision, ce n'est pas politique monétaire. Politique monétaire, les traités prévoient l'indépendance de la Banque centrale, mais par contre, pour la question de la supervision, il s'agira bien sûr que cette même Banque centrale rende effectivement des comptes au Parlement européen et au Conseil. Ce sera un deuxième point extrêmement difficile. Troisième point, c'est la question de comment est-ce qu'on va mettre tout ça en place. Et là, il faut se dire et il faut admettre que la voie qui a été choisie par le Conseil et la Commission est une voie qui prévoit que le Parlement ne sera pas associé à la décision puisque la base légale qui a été choisie est une base légale en fait qui donne le droit exclusif de décision au Conseil et encore bien à l'unanimité. Donc ça promet quelques belles empoignades. On sait que l'Allemagne n'est pas très favorable à ce qu'on vienne mettre son nez dans les affaires intérieures des banques allemandes qui ne sont pas toutes exemptes de reproches. Et donc vous savez très bien, l'Allemagne aime bien la discipline. Quand elle s'applique aux autres, elle l'aime un peu moins quand elle s'applique à elle-même. Donc tout ça vont être des enjeux extrêmement compliqués. Il se fait que pour une petite partie de la réforme, le Parlement européen est codécideur. Et donc nous allons utiliser ce levier-là pour obtenir notre mot à dire sur la partie la plus importante de la réforme, celle qui confie à la Banque centrale ses nouvelles missions, en partant du point de vue bien connu en Belgique, qui est que tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien. Donc je vous tiendrai au courant évidemment de l'évolution du dossier, mais voilà en tout cas une initiative qui est indispensable et qui est la précondition
Donc cette surveillance commune, cette supervision commune des banques est une précondition à mettre en commun deux autres éléments absolument clés du dispositif. C'est un régime commun pour gérer les faillites bancaires, c'est-à-dire pour fermer des institutions bancaires qui doivent l'être, qui tout simplement ne sont plus en état de fonctionner. Et par ailleurs, un régime commun d'indemnisation ou de garantie des dépôts. Donc l'idée étant de passer de régimes nationaux à un régime fédéral, européen, commun. Donc c'est un pas vers une Europe plus fédérale, ça ne peut pas être un pas vers une Europe moins démocratique. Donc vous imaginez que les discussions seront âpres à ce sujet. Cette semaine a connu le discours de l'État de l'Union de José Manuel Barroso, dont l'union bancaire constituait évidemment un des éléments phares. Alors que dire de ce discours ? C'est devenu une tradition. Chaque année, à la session de septembre, le président de la Commission donne sa vision de l'avenir de l'Union européenne. Et là, je pourrais vous dire, nous avons eu un nouveau José Manuel Barroso, tout comme je pourrais vous dire, en fait, c'est le José Manuel Barroso qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, on a de la part de Barroso un plaidoyer vibrant et engagé pour une Europe fédérale. Donc là, il ose. Évidemment, il sent bien que sur le plan de l'union bancaire, il a l'appui des chefs d'État et de gouvernement, mais enfin, il est allé plus loin que ça en disant de toute façon, il n'y aura de solution aux défis que l'Union européenne doit rencontrer en termes de politique économique, de politique monétaire, de politique sociale, il l'a relevé et j'y reviendrai, et de politique étrangère que dans une Europe fédérale, une fédération d'États-nations. N'entrons pas dans un débat sémantique, mais en tout cas, clairement, dans la construction d'un étage fédéral à la maison commune en Europe. Donc là, on peut dire qu'il ose, il se mouille, il va en avant de ce que les chefs d'État et de gouvernement pensent ou en tout cas disent, et donc c'est plutôt bienvenu. Par ailleurs, je peux vous dire que c'est le José Manuel Barroso de toujours. C'est le José Manuel Barroso qui met croissance à tous les coins de phrase, qui pense que la seule solution au marasme économique en Europe, c'est retrouver de la croissance, par la porte ou par la fenêtre, c'est le seul moyen. C'est le José Manuel Barroso qui doit parler 10 minutes avant d'arriver à reconnaître qu'on a un problème de justice sociale en Europe. Alors bien sûr, il a mis l'accent sur la question de la pauvreté, mais on voit bien que ça n'arrive pas très haut dans sa liste de priorités. Et donc là, c'est le José Manuel Barroso classique. Encore plus classique, c'est que la reconnaissance des défis écologiques auxquels nous sommes confrontés, le changement climatique, l'épuisement des ressources de la planète, ça n'a pas trouvé de place dans son discours. C'était encore plus absent que d'habitude. Et donc clairement, un plaidoyer fédéral pour l'Europe, mais une Europe fédérale pour faire quoi? Pour faire un petit peu les recettes habituelles de la pensée unique. Et donc clairement, là, on a un enjeu. Oui, il nous faut une Europe fédérale, mais non, ça ne peut pas être une Europe fédérale pour faire les recettes de la pensée unique qui nous ont menés dans le mur et qui risquent de nous mener encore plus gravement dans le mur. Donc à nouveau, pour les Verts, ça va être un combat à la fois de défendre la construction d'une Europe fédérale, mais de défendre un projet de société radicalement différent de celui que les dirigeants européens plaident et promeuvent aujourd'hui avec José Manuel Barroso à leur tête. Deux autres éléments importants cette semaine-ci qui ne se sont pas passés ici à Strasbourg, c'est d'une part le jugement de la Cour constitutionnelle allemande sur la compatibilité entre les deux traités, le traité de discipline budgétaire, le traité qui met en place le mécanisme européen de stabilité, qui est ce fonds de solidarité financière entre les États membres de la zone euro, en fait de presque tous les États membres en Europe, et la Constitution allemande. Et la réponse a été une réponse extrêmement intéressante puisque d'une part, la Cour constitutionnelle allemande donne son feu vert à la mise en place de ces traités. Alors on peut discuter évidemment de l'utilité du traité de discipline budgétaire qui en réalité est un mauvais traité, un traité dangereux par rapport au traité de solidarité financière entre les États membres qui lui est un élément utile. Mais en tout cas, clairement, la Cour constitutionnelle allemande n'arrête pas ce processus, mais elle nous rappelle, et c'est bienvenu, que tout pas vers plus d'intégration, plus de mutualisation de risques financiers entre les citoyens européens doit s'accompagner d'un contrôle démocratique étroit. Et donc elle dit, par exemple, qu'on ne pourra pas augmenter le risque financier pour les contribuables allemands sans repasser devant le Bundestag. Alors on va dire que c'est une poussée nationaliste de la Cour constitutionnelle allemande. Pas du tout. Rappelez-vous, cette Cour a été mise en place par les Alliés après la Deuxième Guerre mondiale pour éviter que l'Allemagne ne retombe dans la dictature. Et donc, la préservation de la démocratie fait partie de l'ADN de cette Cour. Et elle nous alerte, elle nous dit, la question démocratique en Europe est un vrai sujet et un sujet qui doit être adressé. Autrement dit, on ne pourra pas intégrer plus avant l'Europe politiquement si on ne met pas en place les pouvoirs et contre-pouvoirs démocratiques qui assurent en fait
la pérennité et l'approfondissement de la démocratie en Europe. J'aurais aimé entendre ce message de la part d'autres cours constitutionnels. On blâme souvent l'Allemagne pour avoir un processus lent, le fait que la chancelière doit passer au Bundestag, le fait qu'il y ait une cour constitutionnelle. Eh bien voilà un endroit où l'Allemagne nous donne des véritables leçons de démocratie. On aimerait voir ça dans les 27 États de l'Union. Et je pense que nous observons une dérive démocratique, pas seulement au niveau européen, mais dans les États de l'Union, quand les parlements nationaux se désintéressent complètement des choix déterminants que leurs gouvernements font. Quand la Belgique s'engage à aider la Grèce et expose le contribuable belge à 7 milliards de pertes potentielles si la Grèce devait faire défaut, quand la Belgique donne des garanties à Dexia à hauteur de 54 milliards d'euros, et tout ça sans demander l'avis au Parlement, eh bien c'est dans nos pays que la démocratie est érodée, et pas seulement au niveau européen. Dernier élément de la semaine, ce sont les élections qui sont intervenues hier aux Pays-Bas. Alors c'est un résultat qui pour les Verts est très contrasté, puisque d'une part ce sont des partis en faveur de l'intégration européenne et donc qui s'inscrivent en faux contre les populistes de droite et de gauche qui pullulent aux Pays-Bas. Ceux-là ont pris une défaite colossale, ce sont les partis pro-intégration européenne qui ont gagné, et donc là-dessus comme Européens on peut s'en réjouir. Par contre pour les Verts c'est une bérésina, de 10 sièges on passe à 3 à l'Assemblée nationale aux Pays-Bas, à ce qu'on appelle la deuxième chambre. C'est une défaite sévère, il faudra s'interroger évidemment sur les raisons de cette défaite, mais elle doit questionner les Verts sur leur aptitude à apparaître comme une force de réelle alternative dans un temps où l'Europe et chacun de ses États membres sont confrontés à des tempêtes. Je crois que c'est un message important et qui doit tous nous réveiller comme écologistes en vue des échéances électorales à venir, en Allemagne en 2013 notamment, et bien sûr en Europe en 2014. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. D'ici là, eh bien, portez-vous bien.